Alors, le but de cette table ronde, dernière partie de la journée, est d'aborder la question du glyphosate d'un point de vue purement technique et non politique. C'est-à-dire qu'on ne va pas se poser la question de savoir s'il faut ou pas supprimer le glyphosate. La question, c'est comment. Dans le contexte du plan de sortie du glyphosate, qui a été annoncé par le gouvernement, Défi peut-il apporter des solutions pour faire le point? Tout d'abord, j'accueille Xavier Reboux et je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Il est directeur de recherche à l'INRA, notamment. Xavier Reboux, c'est vous qui allez nous éclairer. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le glyphosate, depuis quand il fait partie des produits de désherbage et dans combien de produits est-il utilisé? Oui, merci Jean-Paul. Donc, le glyphosate, de manière surprenante, n'a pas commencé sa vie comme herbicide, mais pour une autre de ses propriétés, comme chélatant des métaux. Il fixe les métaux. Et donc, les premières découvertes sur le glyphosate et ses premières tentatives d'homologation, c'était d'en faire un produit pour nettoyer les circuits des chaudières. Et donc, il a été homologué comme herbicide en 1974 par la firme Monsanto. Et en fait, son succès ne s'est jamais démenti depuis, de fait de 3 propriétés qu'il est le seul à posséder, qui en fait un peu un outsider au sein des herbicides. La première de ces propriétés, c'est d'être un herbicide total. En fait, il s'attaque à un métabolisme qui est partagé par l'ensemble du règne végétal. Et donc, en bloquant ce métabolisme, en fait, il atteint toutes les plantes et donc elles sont toutes sensibles au glyphosate à des degrés divers. La seconde propriété qui l'a rendu très intéressant, c'est sa systémie, c'est-à-dire qu'il migre dans les plantes et donc il peut notamment atteindre les systèmes racinaires et les détruire, ce qui lui donne une capacité à avoir une action particulièrement efficace sur les vivaces. Et puis la dernière propriété qui a fait de lui aussi un élément de succès dans les systèmes de culture, c'est la non-rémanence de son action herbicide, c'est-à-dire que vous pouvez traiter avec le glyphosate la veille et semer le lendemain. Et donc, ça amène beaucoup de flexibilité. Alors, du coup, le glyphosate a largement profité de ces propriétés-là, surtout centrées autour de la gestion de l'enherbement. Son utilisation, évidemment, s'est trouvée fortement renforcée lorsqu'il y a eu la commercialisation des OGM Roundup Ready qui résistaient au glyphosate, ce qui lui a donné un second souffle. Et en fait, le troisième élément majeur que vous retrouvez dans la frise, c'est lorsque la molécule est tombée dans le domaine public autour des années 2000 et où du coup son prix d'achat a beaucoup diminué, de nombreuses sociétés s'étant inscrites dans l'utilisation de cette molécule libre de droit. Et donc actuellement, vous avez près de 180 formulations en France qui contiennent du glyphosate. Et on a eu la semaine dernière les chiffres de la vente de glyphosate pour 2017 qui ont été publiés. La France a utilisé 8800 tonnes de glyphosate, ce qui est environ moins 7% par rapport au volume de 9500 tonnes qui avait été constaté en 2014 d'après le registre des ventes. Alors en ça, la France ne suit pas forcément exactement la tendance mondiale qui reste à la hausse. J'ai repris là les données d'un article qui a publié une synthèse sur les utilisations de glyphosate de par le monde. Et donc, vous voyez qu'on continue sur une croissance asymptotique et qui est proche de la valeur qui a été donnée par le ministère, là aussi, la semaine dernière. En fait, on avoisine le 1 million de tonnes de glyphosate utilisées sur l'ensemble de la planète. Alors, en fait, en France, toutes les filières sont utilisatrices et l'usage est essentiellement agricole. En fait, le glyphosate représente un tiers des volumes d'herbicides épandus. Et on le retrouve dans lui et ses métabolites dans beaucoup de systèmes et donc aussi dans beaucoup de matrices, le sol, l'eau, éventuellement sous forme de traces dans les denrées alimentaires. Donc là, vous avez le tableau des 35 usages du glyphosate autorisés en France, sachant que ces usages sont revisités régulièrement. Alors évidemment, comme toute molécule phytopharmaceutique, le glyphosate fait l'objet régulièrement de réhomologation de sa molécule pour tenir compte des évolutions des techniques d'évaluation. Et donc, le glyphosate était réévalué jusqu'en 2017. Et en fait, c'est à cette occasion-là que se posait la question de savoir quels étaient à l'intérieur de l'Europe les pays qui étaient pour sa réhomologation et tous ceux qui étaient contre. Et donc, on proposait, le niveau de base, c'était de proposer une réhomologation du glyphosate pour 10 ans, comme c'est fait pour la majorité des molécules. Et c'est l'Allemagne qui en était finalement le rapporteur au sein de l'Europe.
Alors pourquoi l'INRA a fait l'objet d'une saisine sur le glyphosate? Alors on a fait l'objet d'une saisine parce que la France voulait disposer, à travers des travaux sur l'analyse des alternatives, d'éléments pour pouvoir discuter et peser dans les décisions avec ses partenaires européens. La position de la France étant de ne pas renouveler le glyphosate, il fallait qu'elle apporte la preuve qu'on disposait de suffisamment d'alternatives crédibles. Et donc c'est à ce titre-là qu'on a été interrogé sur un mois très court, sur le mois de novembre 2017, pour apporter ce qu'on pouvait collecter d'informations sur la possibilité de se passer du glyphosate, qui s'en passait et que faisait-il de particulier pour arriver à cette situation. En fait, de manière un peu surprenante, le retournement de la position allemande qui a amené à ce que la double majorité qualifiée soit obtenue au niveau de la décision européenne, a amené à ce qu'il y ait une réhomologation de 5 ans, alors même qu'on n'avait pas rendu notre rapport. Donc nos ministères qui nous avaient sollicités n'avaient pas eu le rapport dans les mains quand la décision a été prise. Mais depuis, donc, ce rapport a été évidemment largement utilisé et commenté par les uns et les autres, et il fait partie des éléments qui ont contribué à détecter et repérer quelles étaient les difficultés telles qu'elles étaient perçues par les agriculteurs, et repérer aussi un certain nombre d'impasses, et c'est l'objet des discussions qu'on va avoir maintenant avec la contribution de défis à justement ce défi. Xavier Robout, merci beaucoup. On vous applaudit pour avoir posé les bases de cette table ronde, et je vous invite à venir vous asseoir autour de ces fauteuils, enfin sur ces fauteuils, et on va voir culture pas culture à présent. Comment le glyphosate est utilisé et est-ce qu'il existe des solutions de remplacement. Pour cela, j'accueille Nicolas Chartier, donc, à venir nous rejoindre, membre de la cellule d'animation nationale en charge du traitement et de la valorisation des données du réseau Défi. Vous l'avez écouté ce matin. Nicolas, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu les résultats de cette étude déjà ? Alors merci Jean-Paul. Donc effectivement, je vais vous présenter les résultats d'une étude qu'on a conduite dans le cadre du réseau Défi, qui avait pour objectif donc d'évaluer les niveaux d'usage en glyphosate au sein de Défi et d'identifier des freins et des leviers à sa réduction, voire son arrêt. Donc on a valorisé un ensemble de ressources disponibles au sein du réseau Défi. Donc d'une part, des jeux de données conséquents sur les itinéraires techniques. Alors des itinéraires techniques en agriculture conventionnelle et à l'entrée des systèmes dans le réseau Défi. Donc ça représente un peu moins de 1000 systèmes en grande culture, polyculture, élevage, donc à peu près 5400 itinéraires techniques culturaux. En arboriculture, on est autour de 124 systèmes de culture, donc, qui représentent à peu près 370 itinéraires techniques. Et en viticulture, 1050 systèmes qui représentent à peu près 3000 itinéraires techniques. On a également valorisé d'autres ressources disponibles au sein du réseau, donc des enquêtes qu'on a effectuées auprès des agriculteurs sur leur niveau d'usage en glyphosate et les freins et les leviers à son arrêt, voire sa réduction. La valorisation des fiches trajectoires qu'on a présentées ce matin qui traitaient spécifiquement de la question du glyphosate et bien évidemment l'expertise du réseau Défi, donc des agriculteurs jusqu'aux experts filières que j'en profite également pour remercier actuellement parce qu'ils sont à l'origine de tout ce travail. Alors, tout de suite dans la filière grande culture, polyculture, élevage, donc dans cette filière, dans le réseau Défi, on a constaté qu'un peu plus d'un agriculteur sur deux utilise du glyphosate au moins une fois à l'échelle de la rotation. Donc j'insiste bien sur cette échelle-là de travail qui est la rotation. Et il est presque exclusivement utilisé en interculture, donc pour détruire soit des adventices, soit des repousses de culture, soit des couverts semés en interculture ou des prairies temporaires. Donc les niveaux d'usage observés donc, chez les systèmes utilisateurs, c'est important, ce n'est pas un niveau moyen pour tous les systèmes utilisateurs et non utilisateurs, c'est bien chez ceux qui en utilisent. Ce niveau moyen d'usage est de 300 grammes par hectare et par an. C'est sous forme globalement d'une application à 600 grammes par hectare tous les 2 ans. Donc quand on ramène à l'année, on est à 300 grammes. On observe néanmoins une variabilité qui est significative en termes de niveau d'usage. Donc un quart des systèmes en utilisent plus de 420 grammes par hectare et par an, et un quart en utilise moins de 110 grammes par hectare et par an. Donc les facteurs, donc on n'a pas tout cité, mais quelques facteurs explicatifs de cette variabilité d'usage. Alors clairement pour la filière grande culture, polyculture, élevage, l'élément principal c'est la stratégie de gestion du travail du sol qui est mise en œuvre à l'échelle de la rotation, encore une fois. On peut résumer les choses de la manière suivante, moins on travaille le sol,
plus on utilise de glyphosate. Très concrètement, les systèmes qui utilisent le labour, qui mettent en œuvre le labour au moins une fois à l'échelle de la rotation, utilisent en moyenne 115 grammes de glyphosate par hectare et par an. Les systèmes qui sont en technique culturelle simplifiée, donc sans retournement de sol, sont autour de 290 grammes par hectare et par an, donc 2,5 fois plus. Et les systèmes en semi-direct sont autour de 580-600 grammes par hectare et par an, donc 2 fois plus que les systèmes en TCS, donc 5 fois plus que les systèmes en labour. Pour illustrer cela, on va accueillir Robert Mélix. S'il veut bien nous rejoindre, il est céréalier bio. Robert Mélix, on peut l'applaudir. Je vais vous trouver un micro. Je vous donne ce micro, ça vous va? Merci. Robert, vous êtes céréalier dans le Lauragais audois. C'est la partie de l'Aude qui est dans le Lauragais, ou l'inverse, c'est quoi? C'est entre Toulouse et la Méditerranée. Bon, voilà. Ça permet de situer à peu près. Vous étiez au départ en protection traditionnelle avec votre pulvérisateur, et puis aujourd'hui vous êtes en bio, et vous êtes dans une logique de préservation des sols, car vous faites du sans-labour. C'est bien ça? C'est bien ça. J'ai commencé à travailler en 1976, Ouais. au début de la chimie. C'était la sécheresse. Oui, exactement. Au début de la chimie. Au cours de ma carrière, j'ai pratiqué toute la chimie jusqu'à l'obtention du résultat qui m'allait bien. Je peux vous dire que j'en ai vu passer. Alors aujourd'hui, vous êtes bio, et pourtant au départ, ce n'était pas ce que vous recherchiez, enfin, ce n'était pas le but, la finalité. La finalité, c'est... Comment dire? On a œuvré toute une vie pour faire une œuvre, et on aurait bien aimé la céder à ses enfants. Et du coup, comme j'ai 2 enfants et que je prenais la retraite au 1er avril 2017, je leur ai demandé si ça les intéressait de revenir. Parce que moi, au 1er avril, je prenais la retraite et je laissais les clés. Et tous les deux m'ont répondu qu'ils souhaitaient revenir, à condition que je me charge de la conversion, et eux s'installeraient en bio. Et de ce fait... Sympa. Ils m'ont laissé le travail le plus facile, quoi. Et de ce fait, on est en bio depuis la naissance de ma 4e petite fille, le 27 avril 2017. Et je pense que c'est mon fils qui a repris la totalité de l'exploitation. Et je pense qu'il est très heureux dans ce qu'il fait. Alors, comment êtes-vous parvenu justement à vous passer les herbicides? C'est vrai que les herbicides, c'est quand même... Les mauvaises herbes, c'est un problème. Mais disons que j'étais dans la norme de l'utilisation du glyphosate. J'étais à 1 litre chaque année partout, juste avant les semis, ce qui fait 360 grammes. Et là, maintenant, à la place, là, on va semer les cultures d'automne. On est au 5e passage de mécanique. Parce que cette année, on a pris 1200 mm chez nous. D'habitude, on prend 500-600 mm. Il ne manquait pas d'eau, là. Là, on peut dire qu'on ne manque pas d'eau. Mais c'est très compliqué de maîtriser l'herbe quand on a pas mal de pluie, quoi. Donc concrètement, vous avez totalement changé de fusil d'épaule. Enfin, vous avez Disons que l'approche, il faut commencer à s'asseoir, on réfléchit, mais on commence à réfléchir 2 ou 3 ans avant. Après, on choisit la rotation qui va bien, on choisit les cultures, et une fois qu'on a mis la culture en place, en bio, il n'y a pas grand-chose à faire, sauf entretenir mécaniquement pour pas que l'herbe passe dessus. Et ça fait que ça fait pas mal de passages. À l'époque, on faisait 60 litres de gasoil, hectare, de GNR. Là, maintenant, on est entre 110 et 120. Ce qui implique des heures de tracteur en plus. On passe. Et beaucoup plus d'outils différents. Si vous voulez, on a des RC-tri, des houes, des scalpers, des bineuses. Parce qu'on a les cimeuses, parce qu'après, quand l'herbe devient trop grande, on coupe tout ce qui dépasse. Vous regrettez le glyphosate quand vous passez sur le tracteur plein de fois? Mais des années comme cette année, on se pose des questions, quoi. Mais bon, dans l'absolu, non, parce que si vous voulez, après, on valorise le produit à sa hauteur. Notre travail est récompensé, si vous voulez. Bon, là, ça va. Globalement, vous êtes satisfait de ce passage aujourd'hui? Vous ne ferez jamais marche arrière? D'abord, dans la vie, on ne dit jamais jamais.
mais ça s'en approche. Alors, en principe, je pense que la génération qui arrive est respectueuse de certaines choses plus que nous. Nous, notre mission, c'était de produire. Les jeunes, maintenant, leur mission, c'est le bien-être d'eux-mêmes et de la société. C'est complètement différent. Alors, plus de passages de tracteurs, plus de gasoil. Économiquement, est-ce que vous êtes capable d'avoir une approche où vous dites, peu importe, j'ai quitté le glyphosate, peu importe sur le plan économique? Je pense qu'il ne faut... Parce que, si vous voulez, la culture, c'est une longue chaîne. Vous faites 10-12 opérations, vous en sautez une, tout est effacé. C'est le principe de l'agriculteur qui a été chimiste, qui a employé la chimie, quoi. Si on saute une étape, on repart à zéro. Il faut tout faire. Il ne faut pas lésiner sur les moyens, quoi. Robert Mélix, merci beaucoup. Si vous voulez bien vous asseoir avec nous, comme ça on aura l'occasion d'échanger. Alors on va tout de suite voir un second témoignage, c'est François Sénat. François Sénat, s'il veut bien nous rejoindre, il est ingénieur réseau ferme Ron Lehmann. Voilà, on l'applaudit, on lui donne un micro. À la Chambre d'agriculture de Savoie-Mont-Blanc. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter le cas d'un des agriculteurs que vous accompagnez, qui est dans un système très dépendant, puisqu'il est en semi-direct, très dépendant du glyphosate? Oui, il s'agit donc de Denis Chaumonté, qui est agriculteur dans l'avant-pays savoyard, donc un éleveur laitier avec 70 vaches laitières, mais également avec 75 hectares de culture. Et sur ces 75 hectares de culture, il pratique l'agriculture de conservation. Il est donc passé en TCS d'abord au début des années 2000 et depuis 2005, il est en semi-direct. Et c'est important pour lui, on peut dire que c'est un militant du semi-direct. Il appartient au réseau base et ça a été une de ses motivations pour rentrer dans le réseau défi en 2011. Il voulait enlever au semi-direct cette étiquette qu'on lui colle de glyphodépendance. Et c'est pour ça que le réseau défi l'intéressait, pour essayer de trouver des voies pour diminuer la dépendance au glyphosate des systèmes semi-directs en général et du sien en particulier, bien sûr. Sur quel levier il a agi? Donc, on va pouvoir réviser la leçon de l'après-midi, c'est-à-dire ESR. Donc, il a utilisé 3 leviers. Le premier levier, qui était déjà là, parce que bon, on a la chance d'être dans des systèmes d'élevage. Système d'élevage, ça veut dire qu'on intègre la prairie dans la rotation. Donc, il avait d'entrée une rotation très saine. Une rotation qui inclut la prairie, 4 ans de luzerne ou de prairie temporaire. Derrière, maïs, blé, orge, une rotation extrêmement classique, mais extrêmement saine. On alterne la prairie et les cultures labourées. On alterne culture d'été, culture d'hiver. Donc, tout de suite, on réduit la pression adventice. C'est la lettre R de la reconception. Là, on le fait un peu en sens inverse. Si vous avez fini, oui. Et est-ce qu'au final, il a... Dans les leviers, non. J'ai fini avec le premier levier. Donc, le deuxième levier, dans son cas, ça a été une forme de désherbage mécanique. Donc, là, vous voyez que... Non, on va... le troisième levier dans ce cas-là, donc désherbage mécanique. Alors bon, vous savez que désherbage mécanique et semi-direct, c'est pas forcément, ça va pas ensemble. Là, il utilise uniquement un scalper, puisque donc il a des prairies temporaires à détruire. La destruction des prairies temporaires, souvent, c'est une des grosses utilisations du glyphosate. Donc, il supprime partiellement en scalpant sa prairie, c'est-à-dire, donc vous voyez ici, il a des roues des dents qui scalpent juste en dessous de la surface du sol pour effectivement détruire la prairie. Donc ça, désherbage mécanique, on est dans la substitution. Et le troisième levier, c'est évidemment les intercultures. C'est quelqu'un qui systématiquement met en place des intercultures
On connaît les intercultures longues entre une culture d'hiver, blé, orge et du maïs de printemps. Lui, il le fait même entre des intercultures courtes, entre un blé et une orge. Là, vous voyez par exemple qu'il est en train de semer son orge derrière un blé et surtout derrière une interculture courte à base de plantes qui poussent assez vite, Niger, sarrasin, moutarde. Et vous voyez qu'il est en train à la fois de détruire ce couvert mécaniquement avec un rouleau FACA qu'on voit peut-être mieux sur la deuxième diapo. Il le détruit mécaniquement devant grâce à un rouleau FACA. Vous voyez qu'il ne détruit pas son interculture avec du glyphosate, puisque souvent le glyphosate est cité comme destruction de couvert. Là, non, on peut le faire mécaniquement, mais il faut dire aussi qu'on est dans l'est de la France, dans un département montagnard, même si ici on est dans l'avant-pays, et qu'on a encore du gel. Combien de temps, je ne pourrais pas vous le dire, mais on a encore du gel qui permet effectivement de s'appuyer dessus pour détruire les intercultures. Et derrière, vous voyez donc le semi-direct en route. Je citerai un quatrième levier qui nous permettra de cocher la case efficience. C'est la réduction de dose. C'est quelqu'un qui a fait des stages avec un organisme de conseil de la Marne que je ne citerai pas parce que tout le monde le connaît, sur effectivement le bas volume et à travers le bas volume, la qualité de la pulvérisation. Et une des conséquences de ce stage, c'est qu'il peut travailler effectivement à très faible dose, ce qui lui permet effectivement de réduire sa consommation de glyphosate à ce qu'il considère comme un minimum. Donc ça veut dire qu'il n'a pas pu se passer totalement du glyphosate? Non, il garde du glyphosate. Donc il est avec tous ces leviers que je vous ai cités, il arrive à descendre à 1 litre à chaque passage, 1 litre à 360 grammes. Sur une rotation où il ne le fait pas systématiquement, puisqu'il y a de la prairie, on arrive à quelque chose comme 200 grammes en moyenne, 200 grammes par an et par hectare. C'est effectivement pas une diminution totale, et il le fait donc dans tous les 4 usages que Nicolas vient de vous citer, destruction d'adventices, destruction d'interculture, destruction de repousse, et je ne me rappelle plus du 4e, et destruction de prairies. En fait, le seul qui l'oblige à garder le glyphosate, c'est les repousses. Repousse de prairie, donc parce qu'après le scalper que vous avez vu, il a semé sur 7 parcelles du maïs, donc vous voyez que le maïs est propre, mais il y a eu quand même un glyphosate. Et donc repousse de prairie et repousse de céréales, c'est ce qui l'oblige à garder du glyphosate. Passer un scalper, c'est pas évident quand même. Il doit faire rire ses anciens amis puristes du semi-direct, non? Alors il se cache. Vous avez cité le mot puriste. Effectivement, on peut dire qu'il ne respecte pas toutes les conditions du semi-direct. Il faut se dire que je vois le semi-direct évoluer. Il y a des gens qui le pratiquent, l'agriculture de conservation, depuis très longtemps, les gens d'Agri-Genève, par exemple, pour ceux qui les connaissent, qui se posent aussi des questions, qui sont depuis 15 ans en semi-direct et qui, par exemple, à Genève, sur 800 hectares en semi-direct, il y en a 40 qui régulièrement sont travaillés en profondeur parce qu'il y a des problèmes de tassement sur certains types de terres. Là aussi, effectivement, je crois que tous les systèmes doivent s'adapter et le système du semi-direct sera peut-être obligé de s'adapter à cette contrainte si effectivement elle arrive dans les faits. François Sénat, très intéressant vos témoignages. Je vous invite à vous asseoir, on vous applaudit. Nicolas, une réaction sur ce témoignage? Pardon, excusez-moi, je récupère le micro, oui. Nicolas. Alors oui, en effet, je trouve que c'est très intéressant parce que ça montre quand même qu'il y a des perspectives intéressantes dans des systèmes qui sont quand même plutôt plus dépendants que la moyenne au glyphosate. Effectivement, on s'est intéressé dans les témoignages à ces systèmes-là. On aurait pu parler aussi de tous les systèmes qui labourent au moins une fois l'échelle de la rotation, et ces systèmes-là, pour le coup, ils ont un levier qui est beaucoup plus fort. Donc là, on a volontairement centralisé, focalisé les témoignages sur les systèmes et les situations plus complexes. Donc ne pas oublier qu'il y a un certain nombre d'agriculteurs qui ont un levier fort, qui est le labour, pour s'affranchir du glyphosate. Il n'y a pas que les adeptes du travail minimum qui utilisent le glyphosate. Non, en effet, il y a toute une partie autour, et ce qui a été bien cité aussi, autour de l'impact de la présence des cultures intermédiaires, qui sont du coup, en fait, dont la présence
en fait, est lié à 2 fois plus d'utilisation du glyphosate en termes de fréquence. Donc quand il y a une culture intermédiaire, on met 2 fois plus souvent du glyphosate que quand il n'y en a pas. Donc clairement, il y a un enjeu autour de ces cultures intermédiaires pour effectivement, au niveau de la recherche, avoir des cultures qui arrivent à être détruites sans utilisation du glyphosate. Donc en termes de levier et de frein à la réduction, voire l'arrêt du glyphosate, donc ces éléments sont issus des réponses aux enquêtes auprès des agriculteurs, donc on a connu dans le réseau défi, donc c'est évidemment pas exhaustif, hein, l'idée c'est plutôt de donner les grandes tendances, mais en termes de levier, c'est clairement, et ce qui a été dit, hein, l'optimisation des solutions de destruction mécanique en interculture, donc des recherches peut-être à faire pour optimiser les outils actuellement disponibles. On pense notamment à tous les outils de déchômage à dents. Il y a eu beaucoup de recherches et beaucoup d'innovations sur ces outils-là ces dernières années, donc il y a certainement beaucoup d'espoir aussi de ce côté-là, augmenter les débits de chantier, avoir des outils qui soient peut-être plus généralisables en termes de contexte pédoclimatique. Un gros travail à faire sur le choix des couverts, donc le raisonnement du choix des couverts et peut-être aussi la production de nouveaux types de couverts, de nouvelles espèces ou de nouveaux mélanges pour intégrer la facilité de destruction vraiment comme une priorité. Alors évidemment, on attend beaucoup de choses de ces couverts, donc voilà, c'est un peu la limite aussi. Et un élément qui a été cité pour l'ensemble des filières, c'est vraiment l'implication de la filière pour mieux valoriser économiquement les productions sans glyphosate et quelque part partager entre tous les maillons de la filière peut-être le surcoût ou l'investissement nécessaire pour se passer du glyphosate. En termes de frein à la réduction, voire l'arrêt, donc voilà, de manière très classique, hein, ce qui a été dit avant, donc les systèmes sans labour ont été clairement identifiés par les producteurs comme des systèmes qui seront peut-être plus complexes et en tout cas pour lesquels il sera plus difficile de s'arrêter d'utiliser du glyphosate, donc qui nécessiteront soit des adaptations, comme ça a été dit, soit des éléments autour de la recherche pour aider ces systèmes-là, donc sans retournement de sol, à désherber et détruire mécaniquement les adventices. Le point sur les adventices vivaces, qui a également été cité, effectivement, il y a certaines adventices vivaces, notamment liserons, chardons, qui sont même mécaniquement très très compliquées à détruire, donc peut-être un point de vigilance par rapport à certaines espèces d'adventices. Et puis de manière un peu plus générale, hein, les destructions mécaniques sont quand même globalement plus difficiles à mettre en œuvre, plus dépendantes de la météo, du contexte pédoclimatique, ont une efficacité plus aléatoire et sont comparativement plus chères qu'une destruction au glyphosate. Alors, à présent, on va accueillir Aymeric Emonet. Il est responsable animateur du réseau Défi XP et responsable animation du réseau XP. S'il veut bien nous rejoindre, on peut l'applaudir. Il va intervenir avec vous, Nicolas. Premier point, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les résultats, mais côté XP dans ce cas-là? Oui, bonjour. Donc, effectivement, je vais vous présenter quelques résultats issus du réseau XP sur cette question. De la première vague des projets Défi XP, dont l'objectif était la réduction de l'usage des produits phytosanitaires d'au moins 50% à l'échelle du système de culture et pas forcément ciblé sur la suppression, la réduction du glyphosate. Donc, ces retours proviennent d'une enquête qui a été menée dans le réseau en 2017 auprès des différents expérimentateurs après 5 ou 6 années d'expérimentation où on leur a demandé comment est-ce que vous utilisez le glyphosate et quelles sont les alternatives éventuelles que vous mettez en œuvre. Donc en grande culture, cette enquête concerne à peu près 60 sites expérimentaux et une petite centaine de systèmes de culture que vous devez voir sur la carte qui devrait s'afficher normalement. Voilà. Donc voilà, ça représente une enquête auprès de ces systèmes ces expérimentations. Alors je vous invite bien sûr à consulter les ressources qui ont été présentées ce matin pour avoir tout le détail sur les stratégies mises en œuvre de gestion des adventices notamment, à travers les fiches système, la synthèse qui a été réalisée dans cette filière grande culture. Tout ça, c'est disponible sur le site Ecophytopic et également de consulter les articles de synthèse des projets sur le site Innovation Agronomique, puisque la mise en ligne des articles de synthèse a été faite spécialement pour le colloque. Et je vous donne rendez-vous également l'année prochaine, en mois de juin 2019, pour un colloque spécifiquement dédié aux résultats du réseau Défi XP, dans lequel on présentera de manière un peu plus détaillée d'autres enseignements. Alors, sur ce volet, quels sont les enseignements issus de ces expérimentations? Alors, on peut confirmer ce qui a été dit par Nicolas et d'autres, c'est que la réduction du travail du sol et la réduction de l'usage du glyphosate en grande culture sont deux objectifs qui peuvent être parfois difficiles à concilier. Alors, pour l'illustrer, le projet Phytosol, un projet Défi XP piloté par Terra Innovia, avait ce double objectif de limiter la réduction de l'IFT et également du travail du sol. Alors pour l'illustrer, donc, je vais le faire à travers le site de Villedieu-sur-Indre, dans l'Indre.
un site en argilo-calcaire superficiel caillouteux où il est difficile l'objectif est aussi d'éviter le travail du sol. Donc conventionnellement, dans ce secteur, les rotations sont basées plutôt sur des systèmes en colzable et orge, avec des rotations assez courtes. Et le système innovant qui est présenté ici, la stratégie de gestion des adventices, ce système s'appelle YAC, il avait un objectif de réduction de l'IFT de 50%, avec un objectif de réduction du travail du sol. Donc pour maîtriser les adventices, ce qui nous intéresse ici, et implanter les cultures dans de bonnes conditions, différents leviers ont été combinés, ils sont représentés sur ce schéma décisionnel. Je commence à être habitué à cette représentation, avec plutôt basé sur des leviers d'efficience et de reconception. Alors parmi ceux-ci, on compte bien sûr l'allongement de la rotation. Vous voyez, on est passé d'une rotation colzable et orge d'un système de référence avec l'introduction d'une légumineuse et puis de culture de printemps. Il y a également d'autres leviers comme l'introduction de l'association de différentes cultures, du désherbage mécanique, des impasses de traitement également. Mais ce qu'on peut voir quand même, c'est que ce système a recours au glyphosate à l'implantation de chaque culture. Donc c'est un système qui reste quand même dépendant du glyphosate pour implanter les cultures dans de bonnes conditions et limiter le travail du sol pour éviter qu'il favorise des levées, notamment de géranium dans ce contexte. Alors si on regarde les résultats obtenus après 5 ou 6 ans d'expérimentation dans ce système de culture, on peut voir que les objectifs de réduction de l'IFT ne sont pas complètement atteints. On n'est qu'à 21% de réduction par rapport au système de référence à l'échelle de l'IFT total. Sur la partie herbicide en culture, on a une réduction quand même de l'ordre de 40%, mais vous le voyez sur ce système, l'IFT herbicide interculture, qui correspond à l'usage du glyphosate, est bien supérieur au système de référence. Pour d'autres indicateurs, par contre, les expérimentateurs relèvent qu'ils sont plutôt satisfaits des objectifs, des résultats obtenus en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, de temps de travail, de rendement et de marge. Alors voilà, donc en conclusion, ce que relèvent les expérimentateurs, dans ce type de situation en sol superficiel, caillouteux, avec une forte pression d'adventice, où on cherche à limiter le travail du sol, la sortie du glyphosate n'est pas encore complètement solutionnée. Alors, plus globalement, si on prend maintenant un peu de recul avec d'autres expérimentations du réseau, ce qu'il faut retenir des expressions des expérimentateurs, c'est que finalement, sur les usages du glyphosate, les systèmes qui n'ont pas de contraintes de travail du sol, le glyphosate est finalement assez peu utilisé. Il ne l'est que lorsque on n'est pas en mesure de respecter une règle de décision qui consiste à semer sur un sol propre ou à implanter, à avoir une bonne levée des cultures. C'est donc un usage du glyphosate qui est plutôt d'opportunité, qui correspond à un usage dans des situations où il y a des facteurs exogènes qui ne sont pas maîtrisés, de type gel climatique, automne humide, qui empêchent le passage d'outils mécaniques. Donc ça, c'est une première catégorie. Et puis, à l'inverse, comme ça a été dit, et puis le système que je viens de vous présenter l'illustre, les systèmes qui ont des contraintes sur le travail du sol, parce qu'ils sont dans des systèmes en semi-direct sous couvert par exemple, ou parce qu'ils sont sur des situations de sol fragile, on voit que c'est des systèmes qui sont effectivement un peu plus dépendants de l'utilisation du glyphosate. Voilà. Quant aux alternatives à l'échelle du réseau, alors au glyphosate et aux herbicides en général, alors ça c'est un petit graphique qui est extrait de la synthèse grande culture, donc vous avez la diversité des leviers en général utilisés pour gérer les adventices. Il y a la gestion, la protection chimique qui est indiquée, mais vous avez les différents leviers regroupés par grandes familles de leviers alternatifs notamment. Alors les expérimentateurs, je ne vais pas revenir sur tous, mais en tout cas par exemple le labour vient souvent comme en substitution du glyphosate. Les expérimentateurs qui disent on va pouvoir se passer du glyphosate, mais la contrepartie c'est qu'on va mobiliser davantage le labour. Et le labour, on pourrait discuter aussi des contraintes que ça implique en termes de débit de chantier, de consommation de fuel. On n'est pas, déjà c'est pas des leviers qui sont avec le rôle tout à fait identique, et on n'est pas non plus je dirais à coût et bénéfices équivalents. Mais en tout cas c'est un levier qui fonctionne et que les expérimentateurs considèrent comme être une alternative. L'allongement de la rotation est quant à elle un levier, le premier levier agronomique mobilisé pour contribuer à la réduction des herbicides notamment, mais il reste de la part des expérimentateurs parfois difficile à évaluer. Alors j'ai un contre-exemple avec Nathaël qui a bien montré que dans son expérimentation il avait bien vu via les notes de désherbage une bonne
une confirmation que l'allongement de la rotation dans son système permettait une meilleure gestion des adventices. Et puis ce levier-là, il est aussi dépendant des débouchés qui existent ou pas, ou qu'il est plus ou moins facile de faire émerger pour diversifier les cultures. En tout cas, c'est un levier agronomique important. Alors il y a d'autres leviers, comme le décalage de la date de semis, l'augmentation de la densité ou l'utilisation de variétés couvrantes, qui de l'expression des expérimentateurs sont des leviers qui permettent de redonner des marges de manœuvre avec, quand c'est possible de les utiliser, la possibilité de passer des outils mécaniques, notamment à l'interculture. Enfin, un dernier levier, tout ce qui concerne les travaux du sol à l'interculture, par les déchômages ou les faux semis, ou les herbages mécaniques en culture, qui sont évidemment des leviers qui sont davantage mobilisés dans les systèmes défis que dans les systèmes de référence testés dans le réseau, mais qui ne sont pas toujours faisables non plus. C'est aussi différents projets qui l'expriment, que ce soit le projet de Nathaël en Lorraine, Réseau Pest en Picardie ou dans le Lauragais. C'est un levier qui est aussi dépendant des conditions pédoclimatiques. Donc c'est un levier, tu l'as dit Nicolas aussi, également un peu plus coûteux, avec une efficacité qui dépend aussi de la capacité à passer une ou plusieurs fois. Et c'est également ce qui a été relevé dans la synthèse grande culture. C'est un levier qui, d'une manière générale, a été estimé en termes de faisabilité et efficacité de l'ordre de 50%. Voilà. Merci Émeric. Nicolas, on tourne la page des grandes cultures. On s'intéresse à présent à l'arboriculture. Effectivement, merci Jean-Paul. Donc, à peu près la même structuration des résultats. Donc, en termes de niveau d'utilisation, donc là, dans cette filière, c'est 86% des systèmes de culture qui utilisent du glyphosate. Donc, vraiment la très très grande majorité. Dans cette filière, il est utilisé pour désherber sous le rang des fruitiers parce qu'en arboriculture, la quasi-totalité des vergers sont enherbés entre les rangs. Le niveau moyen d'usage observé, toujours pareil pour les systèmes qui en utilisent, mais bon là c'est la majorité, c'est de 810 grammes par hectare et par an. On observe une forte variabilité qui est due déjà au type d'espèces qui sont mises en place sur les vergers. Donc en gros il y a deux niveaux, Les pruniers, pommiers et poiriers sont autour de 550 grammes par hectare et par an, et les clémentiniers, abricotiers et pêchers sont plutôt autour de 1000 grammes par hectare et par an. Il y a également une forte variabilité entre les espèces et entre les producteurs. Donc, on a 25% des parcelles qui sont traitées à plus de 1330 grammes par hectare et par an et 25% à moins de 430 grammes par hectare et par an. Et dans cette filière, le nombre d'applications de glyphosate est très variable, donc varie du 1 à 3 fois par an. Donc, ça dépend des espèces, des niveaux d'usage, etc. En termes de facteurs explicatifs, donc effectivement, encore une fois, on n'a pas tout repris, mais globalement, ce qui ressort de cette étude, c'est que le principal facteur, ça reste la surface à désherber sous le rang, qui elle-même dépend directement de l'écartement entre les fruitiers. Donc en gros, plus il y a d'écartement entre les fruitiers, et moins il y a de surface sous le rang à désherber. Le niveau de tolérance de l'arboriculteur par rapport à l'enherbement est également une famille d'indicateurs et d'éléments qui expliquent finalement le niveau d'usage. Et ce niveau de tolérance, il est lui-même fonction de l'âge du verger. Donc très concrètement, les vergers plutôt jeunes sont plus sensibles à la compétition hydrominérale des adventices et donc du coup nécessitent un niveau de protection plus important. L'espèce qui compose le verger, on a vu auparavant que les niveaux d'usage n'étaient pas les mêmes en fonction des espèces. Le mode de récolte également, puisqu'en fait les récoltes mécaniques nécessitent d'avoir une parcelle beaucoup plus propre. De la même manière que pour les grandes cultures, donc les leviers et les freins qui sont en fait exprimés par les producteurs. Donc en termes de leviers, c'est de manière assez similaire, l'optimisation des techniques de destruction mécanique sous le rang. Donc il y a effectivement également ces dernières années un grand travail sur les outils, alors soit à disque, soit des rotophiles. Donc en fait, il y a beaucoup d'innovation sur ce sujet et il y a encore du travail pour avoir des débits de chantier importants, pour avoir des qualités et en fait des outils et des passages qui soient le moins impactants possible pour la culture, notamment quand les vergers sont jeunes. Il y a une autre source d'espoir importante autour de la mise en place des bâches tissées sur le rang. Donc là, c'est au moment de la création du verger et en fait, ça permet de s'affranchir de tout traitement herbicide sous le rang. Et puis, comme en grande culture, ce qui est cité par les producteurs, c'est que ces techniques-là, donc soit destruction mécanique, soit mise en place de bâches tissées, elles ont un coût. Et quelque part, il faut arriver à peut-être impliquer la filière pour mieux partager ce coût qui est en fait aujourd'hui supporté par les producteurs.
Au niveau des freins, donc il y a deux, en gros, ça tourne autour du manque d'adéquation potentielle des alternatives mécaniques, donc deux types de choses, soit avec le contexte agroclimatique de l'exploitation, donc typiquement des vergers qui sont en pente, par exemple, où ce ne sera pas forcément très facile d'utiliser des outils de désherbage mécanique, ou des vergers qui sont dans des sols très caillouteux, où du coup certains outils de désherbage mécanique ne sont pas franchement adaptés, et plutôt des manques d'adéquation des alternatives avec le contexte socio-technique. Donc là, on pense aux exploitations de petite taille, pour lesquelles c'est très compliqué de supporter en fait un investissement matériel, ou alors au contraire des exploitations de grande taille pour lesquelles là, le problème ça va être plutôt l'organisation du travail, puisqu'effectivement les alternatives mécaniques demandent beaucoup plus de temps que les alternatives, enfin, que l'utilisation de glyphosate. Merci Nicolas. Pour la partie XP, Émeric. Alors, pour la partie XP, les expérimentateurs, donc toujours les résultats issus de cette enquête, indiquent effectivement que le glyphosate est utilisé pour gérer l'enherbement sur le rang de l'ordre de 1 à 3 fois par an. Donc voilà, un levier qui est quand même utilisé. Et les alternatives qui sont testées alors dans le réseau. Vous voyez ici, on a illustré, en fait, il y a une diversité d'outils de travail du sol, notamment qui existent, ou de gestion mécanique, sur le rang, l'interrang ou les deux, hein, donc différents outils qui sont testés dans les expérimentations, avec plutôt des bonnes efficacités de ce qu'ont exprimé les expérimentateurs, mais avec des temps d'intervention et des fréquences de passage supérieures, et ainsi que des coûts, avec également à signaler des risques sur la possibilité d'endommagement des arbres. Donc ça, voilà, les alternatives quand même existent et sont testées. Hop, j'ai fait voilà. Et d'autres méthodes qui sont également testées dans le réseau, donc des bâches horticoles tissées ou du paillage tissé, qui sont également globalement efficaces de l'expression des expérimentateurs, mais avec un coût à l'installation qui est supérieur, et qui nécessite parfois d'adapter aussi le système de fertilisation ou d'irrigation sur le verger. Et aussi des interrogations sur les effets induits que ça peut impliquer. Les expérimentateurs relèvent que ça pourrait favoriser le développement de bactérioses ou les campagnols et créer un microclimat sous la bâche. Donc sans doute aussi des éléments à bien travailler pour acquérir des références sur les conséquences de la mise en place de ces leviers. Avec parfois aussi des efficacités limitées sur des plantes stolonifères qui ont tendance à recouvrir les bâches. Donc ça implique aussi un entretien. Alors il y a d'autres leviers comme le bois raméal fragmenté sur le rang, donc efficace mais avec un coût important. Et puis d'autres leviers comme ceux qui sont à l'écran, le broyage des poses latérales ou le paillage de foin, qui ont des efficacités pour l'instant un peu moins satisfaisantes et qui peuvent entraîner aussi un impact sur la vigueur des arbres. Alors, il y a également la substitution par d'autres molécules qui a été relevée, alors des produits de biocontrôle mais qui pour l'instant n'ont pas l'air de donner satisfaction, ou alors des alternatives qui impliquent d'utiliser d'autres produits herbicides, antigraminés ou dicotylénones. Merci beaucoup. Alors pour illustrer ce propos, on va accueillir Christophe Mouiren, qui est ingénieur réseau ferme en arboriculture. Christophe, vous nous venez tout droit de la Basse-Durance, puisque vous êtes au GRCETA de Basse-Durance. Alors comment votre groupe, au sein de ce GRCETA, travaille justement sur la question du glyphosate ? Bonjour à tous. Donc, on travaille au niveau du GRCETA sur l'ensemble des alternatives qui sont possibles, déjà sur l'aspect travail du sol. C'est un sujet qui est un petit peu qui revient plutôt en rémanence sur le sujet, sur les problématiques de cette échéance du retrait du glyphosate qui va arriver. Donc, les producteurs sont globalement plutôt inquiets, soucieux et s'interrogent. Donc, et dans cette logique-là, on essaie de les accompagner et sur l'ensemble des méthodes alternatives, dont le travail du sol, j'ai déjà parlé, et puis également sur l'aspect de mise en place de bâches tissées au sol qui commence un petit peu à se développer parce qu'elle compile plusieurs atouts. Ça marche bien, c'est simple, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Là, on va reprendre un petit peu, en lien avec la vidéo qui tourne derrière, un cas chez un producteur, Franck Corgia, qui est basé à Rognona, dans les Bouches-du-Rhône, à proximité d'Avignon. Donc un producteur qui produit de la pêche et de la pomme sur une surface de 12 hectares, 6 hectares pour l'une et 6 hectares pour l'autre, en circuit court. Donc il alimente essentiellement des grossistes, des détaillants, des petits épiciers.
Donc chez ce producteur, on développe donc le système de bâche tissée. Comment on le met en place? Donc c'est quelque chose qui, ça a déjà été dit, mais quelque chose qui s'anticipe. Donc il faut positionner les bâches au moment de la plantation, sur un sol qui est plutôt bien travaillé avant plantation, de faire en sorte qu'il y ait, on va dire, peu de cailloux et peu de mottes qui occasionneraient un petit peu des déformations de la bâche. Et à partir de là, donc, on pose une bâche plutôt de type noir qui va permettre d'augmenter la durée de vie de la bâche, d'être sur une durée de vie. Les plus anciennes actuellement sont autour entre 6 et 7 ans aujourd'hui, avec des résultats qui restent efficaces. Donc, et ensuite aussi anticiper tout ce qui est système d'irrigation, puisqu'il faut prévoir soit du goutte à goutte sous la bâche, soit du micro-jet, de façon à pouvoir continuer à irriguer, à fertiliser. Donc ça oblige aussi à être souvent sur des aspects fertilisation et des irrigations fertilisantes. Et donc voilà, ensuite... Est-ce que ça permet de supprimer totalement le glyphosate? Voilà, on est sur les parcelles équipées, on est sur une suppression totale du glyphosate et des désherbants, que ce soit pré-émergents et foliaires par la suite. Donc dans ces situations-là, par exemple chez Franck, au niveau de l'IFT désherbage, on était démarré sur 1.0, donc autour de 0,4, 0,5 IFT. Aujourd'hui, on est à 0,2 IFT chez lui en désherbage. Alors, ça n'inclut pas la totalité de la surface de l'exploitation, puisque c'est essentiellement les jeunes vergers de pêcher, donc les plus vieux ont 3-4 ans chez lui. Donc forcément, sur le calcul, on est un peu décalé. Et globalement, au niveau du réseau ferme GR7, on est sur une réduction de 50% à peu près de l'IFT désherbage. Et sur le plan économique? Alors, sur un plan économique, la bâche tissée, les prix vont varier forcément en fonction des largeurs de bâche. Donc en général, on est sur des largeurs entre 1 mètre, qui reprend à peu près la surface qui est désherbée, voire jusqu'à 2 mètres à peu près, selon les espèces. Et on va aussi avoir un coût en fonction du nombre de rangs et des densités de plantation, ce qui a déjà été dit aussi. Donc l'idée, en grosso modo, on est entre 1700 et 2500 € l'hectare d'achat de bâche. Donc c'est sur une bâche dosée à 130 grammes au mètre carré, donc c'est une bâche qui est relativement épaisse, qui est perméable également. Donc on est à peu près dans des prix de ce type-là. Il faut rajouter entre 50 et 60 heures de pause au moment de la plantation pour compléter le coût. Après, avec des mécanisations de la pause qui sont possibles. Et globalement, c'est quelque chose qui se développe plutôt bien en fruits à noyaux, parce que déjà, on a une moindre sensibilité au campagnol provençal, déjà, et aussi parce que le fait de rabattre le sion à la plantation, ça permet de faciliter la pose. Donc ce n'est pas forcément vrai avec du pommier ou du poirier. Mais globalement, le fait de rabattre simplifie la pose de la bâche. Donc sur le plan économique, c'est un sacré investissement. C'est un sacré investissement qu'il faut voir sur le long terme. C'est ce qui est fait d'ailleurs au niveau des producteurs. Le développement de la bâche s'amorce sur des exploitations de taille un peu conséquente. Parce qu'on commence à avoir des exploitations de 80-100 hectares qui commencent à s'équiper. Au niveau du groupe Réseau Ferme, aujourd'hui, je pense que j'ai l'ensemble des producteurs qui ont amorcé les choses. Alors voilà, c'est souvent des partouches pour tester, pour voir. Donc des choses qui se mettent en place. Et on découvre un petit peu au fur et à mesure les avantages, les inconvénients. Dans les avantages, je dirais qu'il y a, et ce n'est pas le moindre, une réelle efficacité de l'effet, entre guillemets, des herbages. Ce qui permet en arbo de démarrer des plantations sur la phase juvénile qui sont idéales. Voilà, donc avec des belles dynamiques de première feuille, deuxième feuille, troisième feuille, et derrière avoir des objectifs de production et des retours sur investissement qui soient corrects. Donc ça marche bien, il n'y a pas de souci. Il y a un aspect gestion de la bâche et de l'enherbement, donc à la limite de la bâche et de l'enherbement qui reste un peu problématique. Donc soit avec un broyeur, soit des choses comme ça, il faut venir s'approcher de la bâche. Des fois, on s'approche un peu dangereusement. Voilà, mais bon, ça reste une des problématiques. Les campagnols, tout ça, on en a parlé, on est moins concerné sur les espèces à fruits à noyaux. Autre avantage aussi sur fruits à noyaux qui est intéressant, c'est qu'au débourrement, au printemps, on a des sols qui se réchauffent plus vite.
Donc ça, c'est pas inintéressant. Et on a également, souvent lorsqu'on est sur du goutte à goutte également, mais sur du micro-jet aussi, mais même si on a une augmentation, une moindre évaporation des eaux, et du coup des irrigations qui sont plus efficaces, et on peut commencer un petit peu à jouer aussi sur des réductions de la ressource en eau. Est-ce qu'on peut la mettre dans tous les types de vergers, sur toutes les espèces? Alors, bémol sur pommier par rapport à la problématique campagnole, bémol aussi par rapport aux densités. On est en pomme aujourd'hui sur des densités de plantation qui vont être entre 2000 et 2500 arbres à l'hectare. Donc faire une plantation avec de la bâche, faire des trouves, ça se complique. Sur du fruit à noyau, on reste sur des pratiques classiques, c'est-à-dire que le producteur fait sa plantation, et ensuite on déroule la bâche par-dessus, parce que le sillon a été rabattu, donc c'est vraiment moins problématique. Le gros frein en noyau, en pommier, ça va être la densité de plantation, et également la problématique campagnole provençale. Ensuite, sur les autres espèces, c'est quelque chose qui peut s'envisager, avec également des aspects à revoir ou à retravailler sur tout sol très caillouteux, des choses comme ça. Je pense notamment au secteur Cros, qui chez nous en pêche est un gros secteur, un gros bassin de production, qui pour le moment en bâche tissée, ça reste quand même compliqué. Bon, Christophe Mouhirane, merci beaucoup. Venez vous asseoir pour répondre aux questions tout à l'heure à la table ronde. On vous applaudit. On tourne la page de l'Arbaud pour aller vers la Viti. Alors en viticulture, donc, on est à peu près à 36% des systèmes étudiés qui ont recours au glyphosate. Dans cette filière, donc, comme en arboriculture, hein, le glyphosate est utilisé presque exclusivement pour désherber sous le rang de la vigne, ce qu'on appelle le cavaillon. Alors, ce qui est un peu moins vrai qu'en arboriculture, parce qu'en viticulture, il y a encore un certain nombre de vignes qui ne sont pas enherbées dans l'interrang de manière généralisée. En termes de niveau d'usage moyen, donc toujours pour les systèmes qui en utilisent, on est autour de 700 grammes par hectare et par an. Il y a également une forte variabilité. Un quart utilise plus de 930 grammes par hectare et par an, et un quart moins de 310 grammes par hectare et par an. Globalement, il y a un nombre d'applications qui varie de 1 à 3, mais c'est très souvent sous forme d'une application unique par an. En termes de facteurs explicatifs de la variabilité d'usage, donc comme en arboriculture et comme ce qui vient d'être dit par Christophe, c'est la densité de plantation et donc l'écartement entre les rangs qui est un facteur explicatif de cette variabilité d'usage. Du coup, le mode de gestion de l'enherbement interrang, puisqu'effectivement, donc les vignes dont les interrangs sont enherbés partiellement ou totalement utilisent évidemment du coup beaucoup moins de glyphosate parce que exclusivement sous le rang de la vigne. Et le recours au désherbage alternatif de l'interrang, voire parfois du rang, donc du cavaillon, dans les situations favorables, permettent effectivement de réduire considérablement, voire de s'affranchir de l'utilisation du glyphosate. En termes de levier et de frein à la réduction, voire à l'arrêt, donc de manière assez similaire à ce qu'on a vu en arboriculture, les leviers sont autour de l'optimisation des techniques de destruction mécanique des adventices, avec effectivement des combinaisons d'outils de destruction mécanique sous le rang, notamment, donc les différents outils intercepts. La généralisation des couverts végétaux, permanents ou temporaires, principalement en interrang, mais il y a aussi des choses sur des couverts qui seraient mis en place sur l'ensemble de la surface, donc également sous le rang. Donc là, certainement des choses intéressantes en termes de développement encore à venir. Et puis, comme dans toutes les filières, ça a été dit par tous les producteurs, l'implication de la filière pour mieux valoriser économiquement les productions sans glyphosate. En termes de freins, c'est assez similaire également à ce qu'on a vu en arboriculture. C'est un manque d'adéquation potentielle de ces alternatives mécaniques avec le contexte agroclimatique de l'exploitation. Donc on a vu les parcelles en pente, les sols très caillouteux, et les aspects aussi autour de l'inadéquation potentielle avec le contexte là plutôt socio-technique. Donc là, de la même manière, donc soit des exploitations de petite taille, soit des modes de valorisation qui font que du coup l'achat de l'investissement matériel est difficilement supportable parce que le prix de vente ne permet pas finalement de dégager une marge suffisante. Ou alors, au contraire, des exploitations de très grande taille, enfin au contraire ou pas au contraire d'ailleurs, mais des exploitations de très grande taille pour lesquelles, du coup, c'est plutôt l'organisation du travail qui va poser vraiment question. Voilà, Nicolas Chartier et Méric Monet, si vous voulez bien vous asseoir, puisque vous nous avez présenté, on vous remercie pour ces présentations.
Et pour illustrer ce propos, j'appelle Frédéric Maillet, directeur technique des vignobles Mousse et Barreau à Châteauneuf-du-Pape. On reste dans l'Est, dans le Sud-Est, dans une belle région. Un micro. Frédéric Maillet, quels étaient vos objectifs en matière de réduction de glyphosate? L'idée, nous, sur le domaine, c'était d'arriver à la campagne 2019 avec 50% de baisse de l'utilisation du glyphosate et de pouvoir être prêt le jour où le glyphosate sera supprimé et pouvoir, donc c'est 2022-2025, pouvoir se passer à 100% du glyphosate sur le domaine. C'était une approche globale de réduction des phytos ou spécifiquement du glyphosate? Alors c'est une approche globale puisqu'on était dans les toutes premières fermes éco-phyto et en particulier sur le glyphosate parce qu'il y a des problématiques un peu plus globales de gestion des herbicides. Les résultats, bon, pas bon, facile, pas facile? Alors les résultats, on y arrive, mais il faut des investissements qui sont conséquents. Il faut penser qu'en vigne, le temps, quand elles ont été désherbées pendant longtemps, on va avoir une perte de récolte pendant les 2-3 premières années de l'ordre de 30%. C'est pour ça que j'ai choisi de le faire de façon progressive pour éviter que la production globale du domaine ne chute d'un coup. Donc là, en le faisant petit à petit, ça amortit mieux le choc. Et puis, c'est une modification complète de la façon de gérer le domaine. Ça veut dire qu'il faut penser à tutorer des jeunes plants avec deux piquetages. Ça veut dire qu'il faut investir dans le matériel, pas que les intercepts, mais aussi on a dû changer les tracteurs. Et ça veut dire qu'il faut aussi investir dans l'humain, parce que c'est beaucoup plus compliqué de passer avec un intercept que de passer avec une simple rampe de désherbage. Il y a d'autres points de vigilance à signaler? En vigne, il y a les appellations les moins valorisées, comme le Côte-du-Rhône, où moi j'ai choisi de faire avancer les deux domaines en parallèle. Donc aussi bien les Châteauneuf, où il y a de la valeur, que les Côtes-du-Rhône, mais néanmoins, quand il n'y a pas beaucoup de valeur, c'est plus compliqué. Et enfin, en vigne, on utilise aussi le glyphosate en dévitalisation pour des problématiques de cournouée et de virose dans les sols. Et l'abandon du glyphosate paraît très compliqué sur cette utilisation-là. Ça veut dire que quand il n'y a pas de valeur ajoutée, comment on fait? Il faut s'habituer au chien dent? Il faudra peut-être s'habituer à avoir le retour du chien dent dans des vignes où on ne peut pas mettre du personnel avec la picole, ou alors il va falloir trouver des solutions alternatives, mais le travail du sol n'est pas toujours possible quand il y a peu de valeur. Frédéric Maillet, merci beaucoup. Venez vous asseoir, gardez le micro. Xavier Robout, on attaque la table ronde là. Comment vous réagissez par rapport à tous ces témoignages et ces chiffres qui ont été donnés? D'abord, en les remerciant, parce qu'évidemment, on a là des choses qui sont concrètes du terrain, et ça, c'était vraiment important qu'on puisse disposer de ces informations-là. Ce qu'on voit, c'est que dans beaucoup de situations, le glyphosate est encore utilisé, et qu'en même temps, coexistent des systèmes dans lesquels les gens savent s'en passer, avec plus ou moins de succès. Et donc, ce qui était intéressant, c'était de revenir sur quels étaient les éléments de blocage, et c'est ce qu'on a vu à travers l'analyse. Alors, par rapport au rapport qu'on a rendu au ministère, en fait, on retrouve les données sur lesquelles on avait travaillé, et donc les résultats sont très proches. On avait complété notre travail par plusieurs choses. La première, c'est qu'on avait effectivement regardé aussi les bases de données des ventes générales au niveau national. Et puis on s'était intéressé, quand les données étaient disponibles, autour des enquêtes sur les pratiques culturales. Alors ce que ça a mis en évidence, c'est qu'en fait, il y a un peu dans tous les systèmes la période d'interculture qui faisait peut-être l'objet d'un vide de travail sur lequel il y aurait plus d'efforts à porter et peut-être des questions spécifiques à poser sur ces questions-là. Donc je crois qu'à travers les témoignages et aussi avec l'effort qu'on a mis sur le glyphosate, on voit quelles seraient les pistes sur lesquelles il y aurait un travail supplémentaire à mener. La seconde chose, c'est qu'on a demandé évidemment aux filières de compléter avec le ressenti, ce qui a pu faire apparaître des impasses ou leur ressenti sur des impasses qu'on n'avait pas forcément vu dans les chiffres. Et puis le dernier point, c'était de regarder un peu comment ça se passait chez nos voisins étrangers et donc de regarder comment se situait la situation française par rapport aux autres pays. Et donc par exemple, un des usages qui est assez fréquent dans d'autres pays de l'Europe du Nord, par exemple, c'est d'utiliser le glyphosate en termes d'outils de dessiccation des cultures pour finalement synchroniser la maturité. Et donc ils traitent une semaine ou 15 jours avant la récolte
et ils en profitent à ce moment-là pour contrôler soit des populations résistantes, soit les mauvaises herbes qui restent encore dans les parcelles. Donc cet usage-là n'est pas un usage que nous avons en France. Et donc c'est la comparaison à une échelle plus large qui peut permettre aussi d'avoir un regard un peu élargi sur peut-être les leviers que l'on peut mobiliser. Christophe Mouirenne, dans votre témoignage, on a vu qu'il y a des solutions, mais c'est vrai que ça a un coût, c'est vrai qu'on se complique la vie. Est-ce que les agriculteurs sont prêts aujourd'hui à investir du temps et de l'argent pour prendre un micro? Donc c'est sûr que l'investissement, il est conséquent. Après, au niveau de l'échelle du verger, ça reste acceptable, en sachant qu'on part sur une substitution complète et un arrêt complet des interventions chimiques avec du glypho ou d'autres désherbants. Donc, sur une durée de 10 ans, c'est quelque chose qui peut s'intégrer. Donc, ensuite, on se complique plus la vie, c'est sûr. Et aussi, c'est clair que ça coûtera plus cher. Après, le travail du sol coûte également très cher au niveau investissement, au niveau fréquence des passages, pour des résultats qui sont des fois décevants. Donc, voilà, il n'y a pas de... On n'a pas trouvé le mouton à 5 pattes, ça c'est clair. Ça reste une alternative, il y en aura sûrement d'autres, mais voilà, pour en avoir souvent discuté avec les producteurs qui mettent le pas sur l'investissement bâche, ce sont des producteurs aussi qui font des investissements sur des protections climatiques, grêle, anti-pluie, sur de la cerise. Donc voilà, on est sur des investissements vergers aujourd'hui. Si on veut sécuriser un petit peu la production, un verger, que ce soit en pêche, en abricot ou en pomme, dès qu'on commence à mettre du filet paragrêle, on est sur des investissements ou des solutions, on va dire, de protection. On est sur des solutions qui tournent entre 25, 30, voire 35, voire 40 000 euros l'hectare. Donc 2500 euros de bâche, voilà, c'est pas forcément un frein. Robert Mélix, c'est vrai que le bio aujourd'hui est valorisé. Si demain il n'est plus valorisé, ce que je ne souhaite pas, mais supposons que demain sa valorisation diminue, vous ou vos enfants, vous restez sur le rail? Disons qu'il ne faut pas voir le problème comme ça. Et bon, le bio, c'est sûr qu'il va devenir normal, je pense. Et il faut se creuser la tête pour être mieux que bio. Et ça, c'est notre travail. C'est-à-dire trouver des acheteurs qui soient prêts à nous acheter une histoire, un territoire, et que nous, on soit prêts à leur vendre. Et comme ça, je pense que ça devrait aller. Très bien. Nicolas Chartier, c'est bien, on utilise de moins en moins de produits phyto. Par contre, en ajoutant quand même, si on peut donner le micro à Nicolas, quand on ajoute du travail du sol sur le plan environnemental, c'est quand même pas super avec les passages supplémentaires mécaniques. Alors c'est vrai que si on compare les deux techniques, travail du sol et passage de glyphosate, effectivement, on consomme plus de fuel et donc on émet plus de gaz à effet de serre. Mais d'où l'intérêt de deux choses. D'une part, de bien évaluer les systèmes de culture et les systèmes d'exploitation d'un point de vue multicritère, pour bien regarder vraiment la performance sur l'ensemble des éléments et les pieds de la durabilité, et d'accompagner les agriculteurs dans des approches vraiment système, de faire évoluer les systèmes et pas juste de regarder des substitutions qui, effectivement, si on regarde les choses par le petit bout de la lorgnette, on risque d'améliorer un aspect et d'en dégrader un autre, et ce n'est pas forcément ce qu'on souhaite. Émeric Monet, vous partagez? Oui, complètement. Et si on veut chiffrer un peu les choses, c'est qu'un passage de glyphosate comparé à un labour, c'est des charges de mécanisation, de fuel et de main-d'œuvre 4 fois supérieures, un débit de chantier quasiment 20 fois supérieur, et une capacité à réchauffer l'atmosphère également de l'ordre de 20 fois supérieure, liée à la consommation de fuel, quoi. Donc effectivement, attention aux choix qui vont être faits. Il ne faut pas glisser sur des débats politiques, mais il faut qu'on soit vigilant que les alternatives restent dans une logique de durabilité des productions agricoles, quoi, et que les choix qui seront faits doivent être faits aussi en tenant compte de ce qu'on dégrade, enfin ce qu'on améliore d'un côté et ce qu'on dégrade de l'autre, quoi. Xavier Robout, ça ne veut pas dire qu'on est dans une phase de transition. Pour l'instant, on sent que c'est quelque chose d'une transition assez imparfaite.
Alors il y a deux choses, effectivement, il y a un accompagnement du changement, et donc il faut effectivement fournir des références, et je crois que c'est le travail de défi d'arriver à donner ces références. Et puis après, il y a amener à identifier sur les impasses quelles sont les marges de manœuvre que l'on a et les besoins d'amélioration. Et donc il y avait une diapositive qu'on voyait tout à l'heure, où on a identifié finalement quelles seraient les choses qui permettraient de lever, comme ça avait été soulevé, un certain nombre de difficultés. Et donc il y a évidemment un travail important à faire autour de l'utilisation des couverts d'interculture, et donc on peut essayer de les améliorer. Il y a des questions scientifiques sur est-ce qu'il est possible d'avoir des couverts qui s'installent très rapidement, qui ont un pouvoir étouffant fort pour éviter les adventices, et qui en même temps se détruisent facilement à travers un rouleau FACA et ou l'action du gel. Et donc est-ce qu'on peut trouver des plantes qui ont ces caractéristiques-là? Il y a toujours un travail qui me tient souvent à cœur sur est-ce qu'il y a d'autres moyens de limiter la reconstitution du stock, donc d'aller doucement vers des systèmes dans lesquels finalement la pression adventice sera moins élevée, et donc équiper les moissonneuses-batteuses de la gestion des menus pailles est sans doute un système possible. Il y a des systèmes qui sont vraiment en rupture et qu'on trouve dans un certain nombre de pays du monde dans lesquels il y a une saison sèche et une saison humide, et donc on sème la culture de la saison sèche pendant la saison humide. Et donc ça a donné lieu à ce qu'on appelle le relay cropping, et que vous trouvez sur le schéma en bas à gauche, où on a un blé soja, et qui en fait évite la période d'interculture. Donc on peut espérer, à travers ces approches-là, peut-être avoir une autre gestion de l'interculture. Et puis il y a aussi un gros travail encore à faire sur le pouvoir couvrant des variétés, avec là un exemple entre deux variétés de blé, sur une même densité d'adventice, où le résultat à la fin est tout à fait stimulant sur le fait que une des variétés permet un bien meilleur contrôle des adventices du fait de son pouvoir couvrant. François Sénat, on est dans une phase de transition, on n'a pas forcément toutes les réponses encore. Comment convaincre, comment expliquer aux agriculteurs qu'il faut basculer? Les agriculteurs, ils sont soumis au changement permanent et depuis longtemps. L'adaptation, c'est leur lot quotidien. Les contraintes, quand elles ne viennent pas de la nature, comme par exemple le changement climatique, elles viennent du contexte réglementaire. Et je crois que s'il y a un message de confiance, c'est que les systèmes se sont toujours adaptés. Il faudra qu'ils s'adaptent de toute façon. Xavier Rebout, je reviens vers vous. Il y a des impasses. Comment justement la recherche publique peut y pallier? Bon, on en a identifié quelques-unes, mais c'était là aussi une diapositive. Elles reprennent un peu les exemples qui ont été donnés. Donc c'est la photo où il y a toutes les photos les unes à côté des autres. Oui. Donc c'est pas cette diapo-là. Voilà, c'est celle-là. Et notamment, donc il y avait des difficultés identifiées au niveau pour récolter les fruits à coque. On l'a mentionné pour dévitaliser des pieds. Il y a un point un peu particulier qui est le rouissage du lin, où en fait on est obligé de laisser le lin à la surface du sol pour que les microbes attaquent la gaine et qu'on puisse récupérer les fibres. Et donc s'il y a des orages forts pendant cette période-là, ça va beaucoup compliquer toute cette phase-là. Il y a des situations très particulières, par exemple en luzerne porte-graine, où en fait on utilisait une dose de glyphosate pour contrôler les annuels, donc la dose annuelle et pas la dose vivace, ce qui permet de partir avec une culture propre au départ. Il y a toutes les jeunes pépinières qui sont problématiques, avec plus ou moins de facilité à basculer sur d'autres systèmes. Il y a des changements importants à mener. Il y a évidemment la problématique des adventices toxiques en culture légumière, et donc là avec l'exemple du datura, qui pose des problèmes. Et puis, il y a les situations où on a cultivé, parce qu'on avait du glyphosate, dans des situations très particulières, et les pentes enherbées sont les vignes en pente sont un très bon exemple de cette situation, où on voit bien sur cette photo qu'il va être extrêmement difficile de faire rentrer des équipements s'il n'y a pas un changement profond sur la taille des équipements, et donc il y a des besoins de technologie pour pouvoir couvrir ces situations. Frédéric Maillet, vous avez diminué. Est-ce que vous pensez que vous allez totalement stopper l'utilisation? Oui, l'idée c'est de stopper complètement, parce que en même temps, par le travail du sol, on arrive à lutter contre la sécheresse, ou en tout cas le manque d'eau au vignoble. On a aussi des changements qualitatifs sur les produits, donc l'idée c'est de continuer là-dedans. Malheureusement, ça va prendre quelques années, parce que dans certains cas de vignes très âgées, il faut songer carrément à l'arrachage. On ne peut pas les convertir, et donc ça prendra peut-être encore 5 à 7 ans pour être converti à 100%.
Émeric Monet, on voit quand même qu'il y a une demande par rapport à l'EXP qui est importante, par la recherche, mais aussi pour l'EXP. C'est une forme de stress test, d'une mise à l'épreuve, quelque part, de la capacité des services recherche et développement. Oui, je crois que la réponse elle est claire. Il y a une volonté d'accélérer en fait le transfert des solutions qui existent aussi. Hein. C'est un peu l'objet de la cellule recherche, innovation, transfert qui a été évoquée ce matin en particulier, qui associe l'INRA, la PCA et les instituts techniques. Mise en place en début d'année avec des actions autour au déploiement d'un centre de ressources sur les alternatives au glyphosate. Hein. D'ailleurs, je donne rendez-vous aux gens qui seraient intéressés pour tester une version alpha de ce centre de ressources le 4 décembre prochain au FIAP. On organise une journée pour tester la préfiguration de ce centre autour d'Ecophytopic et GECO. Donc voilà, si vous êtes conseiller ou agriculteur intéressé pour voir si ce centre de ressources répond aux attentes, on vous donne rendez-vous à ce moment-là. N'hésitez pas à venir me contacter à l'issue du colloque. Après, il y a bien sûr d'autres solutions. Il faut monter des projets pour continuer à tester des alternatives dans des situations particulièrement problématiques. Hein. Il y a des appels à projets Ecophyto qui devraient nous permettre de positionner dans notamment des réseaux de sites d'agriculteurs pour tester ces solutions-là. Mais effectivement, il y a une accélération du mouvement. Et je pense aussi qu'il faut dépasser l'échelle du système de culture à un moment donné. Alors l'appel à projet levier territorial est très bien pour ça. Le système de culture est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on travaille aussi à l'échelle du territoire, parce que c'est là où on va retrouver des degrés de liberté supplémentaires, à la fois pour activer des notions de régulation biologique à cette échelle-là, mais aussi la mise en mouvement des acteurs qui n'est peut-être pas suffisante. Il faut embarquer les acteurs économiques notamment, mais aussi tous les acteurs qui sont sur un territoire. Et je pense qu'on a un enjeu aussi, nous, recherche-développement, à doter ces acteurs-là d'outils qui leur permettent de passer d'un pilotage tactique des systèmes vers un pilotage stratégique. Ces choix-là, ils vont être faits si on est capable, à un moment donné, de diagnostiquer les forces et les faiblesses d'un territoire et d'imaginer derrière des visions partagées de ce qu'il faudrait mettre en place. On a tous les éléments pour les chiffrer. Hein. Maintenant, il faut à nous de nous organiser correctement pour le faire. Et c'est aussi à cette condition-là qu'on sera capable d'imaginer des alternatives crédibles et pertinentes et durables. Quoi. Comment se passer du glyphosate? C'est vous qui avez la parole pour poser à tous nos invités vos questions. David Bouillet, peut-être, alors c'est vous qui collectez. Il y a eu beaucoup de questions qui sont arrivées déjà durant toute la journée. Il y a eu beaucoup de questions. Effectivement, il y avait beaucoup de questions. Donc alors vous les reformulez, des fois elles n'arrivent pas aussi clairement posées que vous le dites, mais effectivement, est-ce que pour ce débat aussi il y en a eu? Il y en a beaucoup. Alors par exemple, on s'aperçoit que dans tout ce qui a été indiqué comme levier, on n'a pas parlé de robotique et de numérique. Et donc quels usages et quelles expérimentations en cours, on va dire, pour aborder ces outils-là pour la gestion des adventices? C'est vrai, on a oublié les robots. Allez-y, vous avez des micros. En désherbage. Ouais, il y a un projet XP là, qui vient justement qui a été sélectionné autour de l'utilisation en vigne de ces outils en particulier. Mais effectivement, on l'a vu aussi. Alors la robotique, oui, voilà. Et en maraîchage également, des solutions qui sont testées dans des XP. Surtout au maraîchage, oui. Xavier Robout. Je dois avoir une diapositive qui mentionnait ça, mais on ne les a pas toutes passées, mais ça n'a pas d'importance. Mais effectivement, sur l'articulation agroéquipement et robotique, pour relever un certain nombre d'impasses, on a identifié qu'il y avait un travail à faire. Et donc, notamment pour changer des équipements qui devront fonctionner sans glyphosate, pour modifier les moissonneuses-batteuses, mais aussi donc, pour utiliser toute la cartographie des hétérogénéités. Et c'est sûr que le travail qui est fait actuellement pour utiliser par analyse multispectrale les drones pour pouvoir identifier les tâches sur lesquelles il faut se concentrer sont un moyen de faire avancer les choses. Et puis après, un certain nombre de sociétés se sont positionnées sur l'utilisation des robots désherbeurs, EcoRobotics étant par exemple un des exemples. Et alors donc, au titre de l'ANR, on a mis en place un challenge rose pour robotique et capteurs au service d'Ecophyto qui pourra travailler sur la gestion des adventices dans les cultures de large écartement et les cultures légumières, et qu'on a provisionné de 5 millions d'euros. Il y a 4 équipes qui sont actuellement en train de travailler sur un challenge autour de cette multidisciplinaire. Voilà, absolument. Très bien. Une autre question? Ou s'il y a une question à la salle, il faut me faire signe. Oui, là, une question à la salle à droite. S'il vous plaît, si vous voulez bien vous présenter.
Merci. Alexis de Marguerite, je travaille au réseau CIVAM. Monsieur Cochonneau faisait en introduction ce matin référence à l'ambiance glyphosate sur le terrain. J'imagine qu'on en parle beaucoup dans les fermes et que vos voisins en parlent également. Est-ce que selon vous, l'ambiance du moment est favorable à la mobilisation collective vers l'agroécologie? Ah, bonne question. Vous ne bousculez pas pour répondre, surtout. Qui prend le micro, qui répond? Allons-y. Xavier Robout, merci, on vous salue. Donc c'est pareil, on avait marqué des choses là-dessus. Donc c'est clair qu'évidemment, à partir du moment où on enlève un levier de gestion curatif à travers des pesticides, il faut qu'on renforce d'autres formes de gestion. Et donc sur le problème du glyphosate, évidemment, on voit bien qu'il faut beaucoup travailler autour des couverts, que l'on peut aussi essayer, dans un certain nombre de cas, d'identifier des agents de biocontrôle, donc de favoriser des processus de régulation qui puissent ne pas entrer en concurrence avec du coup le travail du sol, enfin induire un travail du sol ou griller de l'énergie fossile. Et donc c'est le bon moment effectivement pour rappeler que c'est ça qu'on cherche. Maintenant la barre est haute, donc évidemment il y a un gros travail à faire. Et donc ça passera sans doute par la valorisation des secteurs pour lesquels on a peu travaillé les questions d'agroécologie actuellement, comme par exemple occuper les niches écologiques ou assurer une meilleure compétition au sein d'un couvert. Je voudrais apporter une précision, là, parce que vous nous parlez des couverts, mais quand vous avez 500 mm, que vous avez 1200, comment vous faites pour implanter et gérer des couverts? C'est compliqué, quoi. C'est très, très compliqué. Personne n'a la réponse là, je crois non plus. C'est une question. Enfin, la réponse, elle est cohérente, c'est qu'effectivement, on a bien vu que les freins n'étaient pas du tout les mêmes d'une région à l'autre, et donc évidemment, il y a des données pédoclimatiques qui rentrent largement en ligne de compte sur les possibilités de déployer ou non certaines stratégies. Et donc, il faut arriver à offrir un panel élargi de solutions. Et c'est en ça que les réseaux XP sont une manière de passer sur effectivement de la mise en routine sur le terrain, enfin ou le test. Après, il faut avoir le courage d'aller lever un peu le nez du guidon et regarder comment font nos partenaires. Et certains, en Australie, n'ont pas plus d'eau que ça et font quand même des couverts. Donc, il faut aller voir comment ils font ça. Ils font ça avec des luzernes de laine, ils font avec des cultures qui sont décalées. Enfin, donc, il y a un peu de curiosité à avoir. C'est vrai qu'au temps zéro, effectivement, on n'a pas forcément les solutions, mais il va falloir qu'on les invente. Nicolas? Oui, puis peut-être rappeler que le réseau défi, de toute façon, il est motivé pour réduire les produits phyto. Et donc là, c'est un nouveau défi, un nouvel enjeu qu'on lui propose. Et moi, je suis tout à fait rassuré en la capacité de nos agriculteurs à du coup surmonter ce défi et trouver des solutions qui soient cohérentes avec leur système. Donc moi, je n'ai pas d'inquiétude. Je pense qu'on a un réseau qui est bien structuré, qui est moteur et qui est très dynamique et qui va apporter des solutions avec nos partenaires aussi, parce que ce n'est pas que le réseau défi qui va faire tout ça, mais il sera au service de cette transition-là. Une question dans la salle au milieu, là-haut, en balcon. Bonjour, je me présente. Quentin Brahim-Terrien, étudiant en AgroParisTech en première année. On a abordé le fait que diminuer l'usage du glyphosate, ça peut entraîner une augmentation de l'utilisation d'engins mécaniques, de l'utilisation de fuel, d'émissions de gaz à effet de serre. Donc dans cette optique-là, ça a bien été vu, mais il ne me semble pas qu'on ait pris en compte l'aspect stockage, enfin puits de carbone des sols agricoles. Et est-ce que ça, c'est quelque chose qui est à l'esprit des agriculteurs? Est-ce que c'est une de leurs préoccupations aussi vis-à-vis de l'impact de la mécanisation et du travail du sol sur ce stockage de carbone, ou est-ce que c'est pas quelque chose qui est encore de prime abord pour eux? C'est l'agriculture de conservation qui considère ça comme une priorité et qui effectivement se retrouve plus impactée que les autres modèles par l'interdiction du glyphosate, avec peut-être une évolution du concept de conservation de sol qui effectivement trouve tout son sens dans la partie du sol qui était autrefois labourée, de moins 10 à moins 30, où effectivement là les vers de terre donnent une meilleure conductivité de l'air et un stockage du carbone. Et peut-être que ce système-là doit évoluer dans la partie de 0 à moins 5 cm pour s'adapter aux nouvelles contraintes. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Oui, à droite.
nouveau, madame, si vous pouvez vous présenter. Sylvie Bonny, INRA. Ma question était justement sur cet aspect-là. Un certain nombre d'acteurs mettent en avant très fortement la notion de sol vivant et de vie des sols. Si on supprime le glyphosate et que donc on fasse à nouveau du labour ou des façons superficielles dans les sols, est-ce que cela impacte de façon mesurable ou visible ou effective la vie des sols, non seulement les lombriques dont on vient de parler, mais aussi les innombrables bactéries et micro-organismes. Par ailleurs, je voulais poser une deuxième question, qui est la question d'ordre macroéconomique. En France, il y a une demande très forte pour la suppression du glyphosate. Elle est moins forte dans certains pays. Donc, est-ce qu'il n'y a pas le risque que les grandes centrales de distribution, pour une très grande part de leur offre de fruits et légumes, s'approvisionnent en fruits venant de pays où on utilise encore du glyphosate ou bien où la main-d'œuvre est à très bas prix, etc. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque en diminuant, en supprimant plutôt plus précocement le glyphosate en France ou d'autres pesticides, de, entre guillemets, excusez-moi l'expression, flinguer totalement le reste d'arboriculture en France et faire accroître les importations de pays où on utilise encore un certain nombre de produits ou bien où la main-d'œuvre est à bas prix. Merci. Deux questions. La première, l'impact sur la vie du sol. Ce serait pour formuler la question en disant, est-ce que le bio est une agriculture durable? Vous pouvez dire ça. Le problème, c'est ça, quoi. Est-ce qu'il y aura un impact sur la vie du sol du fait de travailler plus ce sol? Et il faut que la recherche prenne le relais. Le semi-direct ou de la conservation de sol, c'est des techniques qui viennent des agriculteurs. La recherche est venue après, et c'est à elle à nous donner des éléments pour savoir effectivement qu'est-ce qui a des résultats concrets sur la vie microbienne. Et là, on a des expériences, mais pas trop de recherche là-dessus. Xavier Robout, je crois. Ensuite, non, allez-y. Pour un petit complément d'information en arbo, sur l'aspect utilisation de glyphosate, et on voit après, il n'y a rien de validé en termes d'expérimentation et ni sur un aspect scientifique, on est bien d'accord. Mais lorsqu'on voit des producteurs, on a de plus en plus de producteurs qui se convertissent à l'agriculture biologique. On avait des problématiques chez ces producteurs-là sur des situations de sol avec ce qu'on peut appeler chez nous des fausses argiles, des limons très très fins, des sols très battants, des choses comme ça. On était amené en conventionnel à avoir des problématiques d'irrigation, d'efficacité de ces irrigations-là, de l'eau qui rentrait plus, de valorisation des pluies, etc. Complété également avec des augmentations de fertilisation où on n'avait pas de réponse. Le végétal ne répondait pas correctement avec des réductions de calibre, des pertes de production en pommes notamment, qu'on est sur des porte-greffes plutôt faibles de type M9. Donc dans ces situations-là, ces producteurs, on a un exemple, une exploitation qui a commencé à amorcer donc, de l'agriculture biologique chez lui. On est à 10 ans aujourd'hui, donc entre ces constats qui étaient faits et la conversion à l'agriculture biologique, toutes ces problématiques que l'on visualisait, aujourd'hui, on ne les a plus et on est même sur une situation où le verger en bio est même un peu trop vigoureux par rapport à ce qu'on vise en pomme aujourd'hui. Donc, le retrait du glyphosate dans certaines situations où on a des problématiques de sol caractérisées va plutôt dans le bon sens. Le travail du sol également, la fertilisation organique va plutôt dans le sens où on retrouve, entre guillemets, une vie au niveau du sol que l'on avait perdue. Alors, je n'oublie pas la seconde question à laquelle on n'a pas répondu, mais il y a un complément d'information. C'est Irène Félix. Oui, je voulais simplement, par rapport à la préoccupation concernant l'état des sols quand ils sont en semi-direct ou quand ils sont travaillés.
les dépouillements récents d'un essai de très longue durée qui était en place à Boigneville, donc au-delà de 40 ans aujourd'hui, montrent qu'en matière de stockage de carbone, il n'y a au final pas de différence significative entre du semi-direct, du travail superficiel et du labour, et ça converge avec différentes analyses globales, ce qu'on appelle des méta-analyses, qui ont été faites ces dernières années sur la question du semi-direct. Donc, en matière de stockage de carbone, les effets sont peu importants. Ce qui compte au fond, mais qui est aussi une des techniques intégrées introduites par l'agriculture de conservation, ce qui compte, c'est sur quelle durée on fait fonctionner la photosynthèse dans un sol. Autrement dit, si on a un relais de couverture du sol qui va permettre de stocker du carbone parce qu'on a une plante qui fonctionne sur la durée. Donc sur cette question de stockage de carbone, n'ajoutons pas peut-être des inquiétudes complémentaires qui ne sont pas forcément nécessaires. En revanche, en matière de vie dans le sol, de stratification de cette vie du sol, il est évident et documenté que les choses ne se passent pas de la même façon dans un sol qui est remué ou qui ne l'est pas. Et là-dessus, je ne peux qu'abonder dans le sens de ce que disait François. Il faudra qu'on s'interroge pour savoir jusqu'où on accepte une perturbation finalement au niveau du sol pour trouver le compromis entre la maîtrise de l'enherbement et les habitats pour les différents habitants du sol. Merci beaucoup, Nicolas. En un mot. Du coup, pour répondre sur la deuxième question, je crois que la question est presque posée à l'envers. Quelque part, le cadre aujourd'hui, c'est que le glyphosate va être interdit. Donc, c'est pas du coup quels sont les risques d'une interdiction. C'est maintenant à nous tous collectivement de trouver les solutions pour qu'effectivement l'interdiction du glyphosate ne provoque pas du coup la destruction d'un grand nombre d'agriculteurs et d'un grand nombre de systèmes. Donc, à nous de trouver collectivement les solutions pour justement répondre à ce défi-là. On est bien d'accord, Nicolas, la question c'était à l'échelle européenne le différentiel qu'il peut y avoir sur le plan de la compétitivité des agriculteurs. Donc si vous apportez des réponses, vous dites on met tout le monde au même niveau. C'est bien ça ? Non, je dis en France, il faut qu'on trouve les solutions pour être compétitif et tout en se passant du glyphosate. Donc voilà, clair. Collectivement, c'est notre enjeu. Donc, voilà. Il nous reste le temps de prendre une dernière question. Oui, on vous écoute juste là-bas. Donc Florent Banquetel, conseiller viticole dans le Muscadet. Donc une question destinée à Frédéric Maillet par rapport plus précisément, outre les difficultés rencontrées peut-être par rapport à l'achat du matériel ou le besoin en main-d'œuvre, plus s'il y a eu des réelles difficultés agronomiques derrière pour l'entretien des sols. Et deuxièmement, par rapport au schéma de reconception des plantations. Alors, quand on a mis en place le travail du sol, ce qu'on a essayé de faire, c'est toujours d'intervenir à l'automne pour essayer d'aller doucement casser les buttes qui avaient été créées par le désherbage. On n'a pas vu de vrais problèmes d'alimentation minérale, pas de carence qui soit sortie suite au travail du sol. Mais après, c'est vrai que ça demande de repenser tout le schéma d'organisation parce que, par exemple, chez nous, où on remplace les jeunes plantes tous les ans, dès qu'on a remplacé, il faut penser à ce que le tutorage soit bien fait directement derrière, sinon on ne peut pas réintervenir pour travailler les sols, et où on risque de foutre en l'air les jeunes plants, et ce n'est pas le but. Et on s'aperçoit qu'au fil du temps, dans la stratégie, c'était d'intervenir avec un travail du sol pas très profond, et donc que de la bineuse, vraiment à plat. Et au bout de 2-3 ans, on a dû intégrer le décavaillonnage pour aller un peu plus profond sur des herbes un peu plus résistantes. Et dans certains cas, il nous faut quand même intégrer un peu de repasse manuel. Et donc, il faut avoir prévu d'avoir un peu des bras et des gars qui seront prêts à y aller, même dans les cailloux. Voilà. Et dernière constatation, cette année, avec un printemps très humide, mai-juin, où il a plu un jour sur deux, de temps en temps, ça amène à faire des choix, quoi. C'est soit on traite et on a des raisins qui restent et il y a un peu d'herbe, donc il faut aussi s'habituer à en voir un peu. On n'aime pas trop ça, nous, sur le vignoble, mais il faut s'habituer à avoir un peu plus d'herbe qu'auparavant. Sans glyphosate, ça va aller de pair.
Merci beaucoup. Xavier Robout, Nicolas Chartier, Robert Mélix, François Sénat, Émeric Ebonnet, Christophe Mouillerin, Frédéric Maillet. Merci, on vous applaudit pour vos interventions au cours de cette table ronde.